Alors merci à toutes et tous et merci Hervé pour l'invitation. Donc Henrik Daly, donc tu m'as demandé de parler des impacts environnementaux de l'ubérisation des transports. Bon, vaste sujet et je vais aborder ce sujet avec trois casquettes un peu éloignées des vôtres, je peux bien le dire. La première, c'est ancien chercheur en écologie. Alors j'ai plutôt travaillé sur l'effet des pollutions et l'effet du changement climatique sur les forêts. Mais bon, ça m'a donné quand même un certain regard sur le cycle du carbone et ces questions-là. Une autre casquette qui est de syndicaliste, CGT, voilà. Et donc la question du droit du travail est pour moi extrêmement importante et je vous donnerai mon regard sur l'ubérisation. Et troisième casquette, évidemment, en tant que député des Bouches-du-Rhône. Et député des Bouches-du-Rhône dans une ville où la question du dernier kilomètre à Marseille, c'est le bordel. Et j'ai tendance à dire, je rencontre régulièrement en tant que député la responsable de la Poste, responsable régionale de la Poste, et elle me dit que tout va bien, et moi j'ai tendance à lui répondre, écoutez madame, quand j'étais enfant, les colis j'y recevais, les lettres j'y recevais. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui marche. Plus rien. Et je lui dis ça très tranquillement, le dernier colis encore, c'était impossible à le recevoir, les lettres maintenant ils nous mettent sous la poste, et on marche dessus quand on... Voilà. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé en 30 ans, mais en tout cas, le service à l'arrivée pour la personne, c'est une catastrophe à Marseille. Je parle de Marseille. Et ceux qui sont de Marseille savent de quoi je parle. Alors, maintenant parlons d'abord de la crise écologique. Parce qu'évidemment, moi ce qui m'intéresse dans le sujet qu'on traite aujourd'hui, c'est de savoir comment à la fois on résout les questions écologiques qui sont devant nous et les questions sociales. Et comment l'un et l'autre dialoguent et ne sont pas en contradiction. C'est ça l'enjeu du moment. Et on sort d'une crise qui est la crise des agriculteurs et la colère des agriculteurs où on voit bien qu'on a le même problème. Et il y a beaucoup de choses qui sont similaires dans les deux situations. Alors, juste pour d'abord vous parler de quoi on cause quand on parle de la crise écologique. En général, il y a tout un débat chez les scientifiques pour tout savoir si cette crise écologique est-ce qu'elle est due à l'homme, et donc on serait dans une nouvelle phase qu'on appelle l'anthropocène. C'est très, anthropocène. Mais d'autres disent, non, c'est vraiment récemment qu'on a eu cette crise liée à l'émergence des fossiles, la révolution industrielle et l'émergence du capitalisme. Et donc on est dans le capitalocène. Alors ce débat n'est pas théorique, il a des conséquences très pratiques, et vous le verrez, c'est des conséquences très pratiques, y compris sur votre activité. Bon. D'abord, ce que je veux dire sur la crise écologique, c'est que ça ne se résume pas au changement climatique. Souvent, on a tendance à dire, voilà, il y a le climat, ça se réchauffe, c'est un problème, et on oublie de regarder les autres facettes du changement climatique. Il y a au moins deux autres facettes pour lesquelles le transport et le mode de développement de la société et l'ubérisation de la société ont un impact. Premier, c'est la biodiversité. On est dans une crise terrible en termes de biodiversité. C'est même pire, en réalité, que le changement climatique. On a une vitesse d'extinction des espèces sur la planète qui est plus rapide que celle qui a prévalu pendant l'extinction des dinosaures. C'est plus rapide, c'est plus massif. L'homme, on fait plus vite et plus fort qu'un immense météorite. Alors, quand on dit ça, c'est très déprimant, mais néanmoins, il faut qu'on en ait conscience. Alors, le transport et l'ubérisation jouent à la marge sur ça. Mais quand même, je voulais le signaler, ça joue à la marge, mais ça joue en France sur au moins deux sujets, qui sont l'artificialisation des terres. C'est un sujet préoccupant. On ne peut pas se permettre de continuer à artificialiser les terres, d'autant plus qu'on a besoin de terres pour faire de l'agriculture, et notamment l'agriculture plus écologique. Et l'autre phénomène de l'artificialisation des terres, c'est les zones commerciales, c'est les entrepôts d'Amazon et tout ça, c'est tout ça qu'il y a derrière. Donc vous êtes concernés. Et l'autre chose, c'est la question des autoroutes, des routes. Et on parle de la 69 et de tout le complexe routier qu'on continue à massivement développer. Autre phénomène écologique très important, c'est la pollution globale, qui vous concerne toutes et tous, puisque c'est ce qui produit un très grand nombre de maladies. Ça va de l'asthme au cancer des poumons. Et donc là encore, les Marseillais sont bien placés pour en savoir quelque chose, puisqu'avec les croisières et les bateaux, on est particulièrement touché par les particules fines. Et là encore, on a un impact en fait du transport et du dernier kilomètre, essentiellement par l'émission des particules fines et par les émissions de SO2. Troisième aspect, c'est l'épuisement des ressources naturelles. Un jour ou l'autre, il n'y aura plus de fossiles. Bon,
peut-être dans 200, 300 ans, 400 ans, hein, on sait que... Mais il y a la question quand même de la transition, de la décarbonation de l'ensemble des transports qui est posée indépendamment du changement climatique. C'est pas une ressource inépuisable. Et dernier aspect, évidemment, le transport et la question du CO2. Alors, si on regarde dans le détail sur le CO2, donc qui produit le changement climatique, en gros, on a le transport, c'est actuellement, avec mes lunettes, j'ai mal, c'est 130 000 millions de tonnes de CO2 équivalent par an. Et ça, c'est en 2022, et en 1990, c'était 123. Donc le transport, en gros, c'est le seul poste d'émission de gaz à effet de serre qui a augmenté en France. Tous les autres, on progresse. Pas pour des bonnes raisons. On progresse parce que, notamment sur l'industrie, on progresse parce qu'on a désindustrialisé la France. Donc quand le gouvernement vous dit régulièrement qu'on est bon élève, il faut regarder ce qui est comparable. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'on baisse nos émissions de CO2, mais en fait l'empreinte carbone ne bouge pas, parce que au lieu d'avoir du CO2 qui vient d'autres industries avec des produits produits en France, en fait c'est des produits qui sont produits en Chine et qui viennent en France. Donc en termes d'émissions de gaz sur le sol français, ça diminue, mais si vous comptez l'empreinte carbone globale, en réalité elle est stable. Bon, ça c'était un aparté par rapport au mensonge d'Attal la semaine dernière. C'est une aparté. Alors, dans le détail, sur les transports, le transport routier, c'est 12,4% des marchandises, hein, et les véhicules personnels, c'est 16%, et le train, c'est 4%. Donc on est sur un phénomène majeur. C'est-à-dire que la question des transports est une question majeure pour les décideurs publics, de savoir comment on diminue cette empreinte carbone. Alors une fois qu'on a dit ça, la question que tu m'as posée quand on a discuté de ce débat, c'est comment l'ubérisation impacte tout ça. Alors la première chose que je peux vous dire qui est assez évident, c'est que l'ubérisation a priori, et la société dans laquelle l'ubérisation naît, c'est plutôt quelque chose qui va aggraver les choses, de mon point de vue. Mais moi les preuves, je pense que les chercheurs vous en donneront peut-être, je ne sais pas si on en a des preuves vraiment, mais de ce que je vois en tant que consommateur, c'est qu'au lieu d'aller chercher assez tardivement quelque chose au Carrefour City d'à côté, qui devrait mieux boycotter, mais bon, j'ai que ça près de chez moi. En général, maintenant, il y a des gens, puis ça arrive, moi non, mais ma compagne ça lui arrive, de faire des commandes sur Flink. Vous connaissez ce truc-là. Alors, c'est pratique quand on habite au 5e étage sans ascenseur, comme ça le pack de 6 bouteilles de lait, on vous le monte. Et du coup, ça vous coûte plus cher. Certes, il y a quelqu'un qui travaille, qui vous porte le truc, mais très sincèrement, souvent en plus ils utilisent un petit transport, alors des fois c'est du vélo, mais des fois c'est quand même des mobylettes à Marseille. Et en termes de CO2, on va pas se mentir, je crois pas que c'est avantageux. Là où c'est un avantage et là où il y a un vrai service, c'est pour ça qu'il faut dissocier le service qui est un truc artificiel, bon, ça avantage certaines personnes qui ont les moyens, mais sincèrement c'est pas un plus-value dans la vie énorme. Là où c'est un avantage, c'est pour les personnes à la mobilité réduite. Là on a un vrai avantage, un vrai service, et là où il y a une plus-value de ce transport du dernier kilomètre. Et pour les autres, très sincèrement, on pourrait parfois s'en passer pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Alors, avant de voir où on en est avec l'ubérisation, moi je voulais que vous posiez la question de pourquoi, en fait, de l'ubérisation. C'est pas trivial, en fait. C'est-à-dire pourquoi on est dans une société où il y a des donneurs d'ordre qui ont préféré, plutôt que de salarier des gens, qui ont préféré qu'il y ait des petites boîtes qui fassent le taf à leur place. Voilà. Ça va pas de soi, parce que dans l'histoire du capitalisme, en général, c'est le contraire qui se passe. Hein, si vous regardez le temps long. En général, il y a une petite boîte, Leclerc, vous connaissez l'histoire de Leclerc, hein, c'était un petit quincaillier, et petit à petit, il grossit, et pourquoi c'est intéressant? Parce que plus vous grossissez, plus vous avez des éléments du marché sur lesquels vous pouvez faire vous-même le profit, et donc plus vous grossissez, plus vous avez, sur toute la chaîne de valeur, vous faites le profit. C'est ça. Et c'est pour ça que le capitalisme en général génère des monopoles. Des gros monopoles, hein, enfin, énormes. Et là, ils font le truc inverse depuis 30 ans, pas complètement, hein, mais en partie, ils décident de sous-traiter une partie. Alors moi, j'y vois deux raisons. Je vois bien dialoguer avec les chercheurs qui travaillent sur les questions là-dessus. La première raison, c'est parce que ça permet finalement d'avoir des salariés qui n'ont plus des salariés et qui n'ont plus les mêmes des droits afférents aux salariés.
Donc quand vous étiez dans une grande boîte, il y a des syndicats qui se montent, il y a les droits qui vont avec, et du coup le coût du travail augmente. Si vous décidez d'externaliser ça en prenant des sous-traitants, eh ben, ça permet de faire en sorte de baisser le coût du travail, parce que les sous-traitants, en fait, font moins 10 ans, hein, pour pouvoir, et en plus, ils sont en concurrence entre eux, vous les mettez tous en concurrence, donc vous avez du moins 10 ans. Voilà. Et l'autre raison sur laquelle moi je pense qu'il faut insister, c'est qu'il y a une illusion, que nous on a connue aussi en tant que chercheurs. C'est l'illusion du travail autonome qui est émancipateur. Parce qu'on se dit, on est notre propre patron, ça va être génial. Alors c'est génial quand on n'a pas une asymétrie du donneur d'ordre. Mais vous l'avez décrit avant, dès qu'il y a une asymétrie et que le donneur d'ordre fait ce qu'il veut, c'est pas génial du tout, en fait. C'est de l'auto-exploitation. Vraiment. Et c'est de l'auto-exploitation qui est très puissante, parce que vous pensez que vous pouvez faire mieux toujours, si vous travaillez un peu plus, si vous arrivez à mieux vous organiser. Voilà. Si vous ne faites pas assez de profit, c'est pas de la faute du donneur d'ordre, c'est de votre faute parce que vous êtes mal organisé sur votre tournée, etc. Et donc ça, je pense que c'est très puissant, et à la fin, ça conduit à des drames. Parce que c'est une chose que, en tant que salarié, ça se passe mal, ça peut conduire à de la souffrance au travail. Mais quand c'est toute votre vie, y compris votre capital personnel que vous avez investi dans votre travail, quand ça passe mal, eh ben c'est toute la vie qui part. Voilà. Et donc ça produit des drames encore, je veux dire, à une échelle plus massive. Alors, juste pour continuer un petit peu sur cette question de l'ubérisation, moi ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que c'est pour le dernier kilomètre assez massif, mais on commence à avoir ça sur le transport long courrier aussi. Ça arrive aux États-Unis, je pense que vous êtes au courant, donc avec la Uber Freight aux États-Unis, en 2017, qui s'implante aujourd'hui donc sur le marché européen par Sender, et on a vraiment l'idée que ça peut coloniser l'ensemble des sphères de travail. Pour vous prendre un exemple dans la recherche, je connais des collègues chercheurs qui n'arrivent pas à avoir de poste et qui se font monter en auto-entrepreneurs et qui sont régulièrement appelés par des chercheurs qui ont des contrats et qui les prennent en tant qu'auto-entrepreneurs. Voilà. Donc en fait toute la société peut être organisée comme ça. Et ça c'est vraiment quand même une inquiétude. Alors pour conclure, pour arriver au moins à quelques solutions. D'abord, il me semble qu'il faut avoir une réflexion sur la société dans laquelle on veut vivre. Et je pense qu'on peut sortir à la fois de l'ubérisation et sortir du capital océan. En tout cas, c'est ce que moi je défends, avec deux grandes idées assez fortes. La première, c'est de lutter contre le grand déménagement du monde, c'est-à-dire qu'il faut raisonner nos déplacements. Alors ça vous concerne moins, parce que là on était plutôt sur le dernier kilomètre, mais continuer à avoir des marchandises qui font 3 fois le tour de la planète, c'est pas raisonnable. Enfin là, l'écologue vous dit qu'on ne peut pas continuer comme ça. Donc il faut relocaliser nos productions, et les agriculteurs, c'est ce qu'ils ont demandé, et je pense que ça, c'est quelque chose qui est assez fort. Et l'autre, c'est aussi une sobriété matérielle. Voilà. Il va falloir que les uns et les autres, dans nos processus de production, dans nos modes de consommation, alors moi je n'utilise pas le terme de décroissance, parce que je trouve qu'il est assez foireux, mais je pense que les uns et les autres, on sait bien que pour la planète, ça serait mieux de ne pas changer de frigidaire tous les 4 matins, et ça serait mieux de ne pas se faire livrer les pizzas quand on peut descendre juste et faire travailler le petit commerce qui est juste à côté de chez soi. Voilà. Alors, pour finir sur quelques éléments un peu positifs. Le premier, c'est que tout ça, par rapport à la question de la crise écologique, il n'y a rien d'inéluctable. Je vais vous prendre 2 exemples. On a commencé à mettre des normes, notamment sur le SO2, donc le soufre. C'était le protocole de Göteborg. En 1990, en France, le secteur, tout secteur confondu, on produisait 1287 kilotonnes par an de soufre, de SO2. Et on est passé aujourd'hui à 91. 1287, 91. Et sur les transports, on est passé, en gros, à 146 à 2,2. Ça, c'est pour le soufre. Et on a la même dynamique pour l'azote. Qu'est-ce qui s'est passé? On a mis des normes. Des normes sur les véhicules, sur l'essence. On a diminué le diesel. Et on a eu une diminution drastique des pollutions de ce type-là. De la même façon, en mettant des normes, parce que je dis ça parce que les agriculteurs veulent moins de normes. Et la question, c'est comment on gère les normes. Parce que moins de normes, je ne vais pas revenir sur le débat des agriculteurs, mais très sincèrement, les pesticides, c'est eux qui ont le trêve. C'est pas vous et nous, hein, c'est eux en réalité. C'est ceux qui les manipulent qui font les pesticides. Donc les normes, c'est utile du moment que tous et toutes, on est soumis aux mêmes normes. Et y compris donc
ceux qui travaillent à l'étranger, etc., ou les produits étrangers. Mais ces normes ont quand même permis d'avoir des effets. Un autre exemple, hein, c'est la couche d'ozone. C'est parce qu'on a mis des normes et qu'on a changé nos process qu'on a sauvé la couche d'ozone. Et on y est arrivé. Je vous dis ça parce que sinon des experts, si on n'y arrive jamais. Bon. Alors, quelques pistes quand même. D'abord décarboner donc l'ensemble des transports, ce qui fait que pour les transports longs, je pense qu'il faut aller le maximum sur sur le train. Ça, il faut qu'on ait une discussion, mais ce qui est en train de se passer avec la fret SNCF, puisqu'on est en train de liquider fret SNCF, est un vrai souci. Parce que pour le transport long, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Et ensuite, quand on regarde sur nos secteurs, moi je pense que sur le transport ferroviaire, le transport long et tout ce qui est grosse infrastructure, le service public sait faire. Je vous l'ai dit avant, on avait les courriers qui arrivaient. Et après, sur tout ce qui est le dernier kilomètre, moi la question, c'est toi qui l'a posée en proposition de loi, c'est comment on pourrait imaginer des prix planchers. C'est-à-dire comment on pourrait, comme dans l'agriculture, avoir des prix rémunérateurs, c'est-à-dire réfléchir en fait, à avoir des règles qui font que on ne peut pas avoir de la sous-traitance en dessous qui aille vers des prix en dessous du prix plancher et avec la concurrence complètement déloyale entre les acteurs. Et donc ça, il faut qu'on réfléchisse tous et toutes ensemble comment concrètement on pourra mettre ça en œuvre. Je vous remercie. Merci à toi, Dominique. Je vais une question à te poser. C'est pas une question de piège. Toi, qui as l'habitude de légiférer très régulièrement dans l'hémicycle, comment on fait pour désmilitariser un pays quand on se torture toute la journée pour l'ubériser? Ben justement, c'est pas possible, c'est bien pour ça que c'est délirant leur affaire. Mais la façon de désmilitariser un pays, c'est d'augmenter globalement les salaires. Enfin, il n'y a pas de miracle. Enfin, c'est-à-dire que si on est au SMIC, c'est parce que tous les salaires, en fait, c'est que seul le SMIC, lui, est indexé sur l'inflation, et pas les salaires. Donc la seule façon de désmilitariser la France, c'est que les salaires soient indexés sur l'inflation et que les salaires augmentent. Et quand on dit qu'il n'y a pas de moyens, alors si sur ces grandes entreprises, elles ont des moyens, il y a plus de 100 milliards qui ont été versés aux dividendes. Enfin, vous connaissez le discours qu'on peut avoir nous à la France Insoumise. Mais je fais un exercice, tu m'as déjà entendu le dire, mais je vais le refaire. Parce que j'adore, l'homme le plus riche de la planète, il est français, Bernard Arnault. C'est 230 milliards de patrimoine. J'ai fait un petit calcul pour rigoler un jour près de Noël. Il venait d'être passé l'homme le plus riche de la planète. Je dis, mais la richesse de Bernard Arnault, quand même, c'est ses salariés, en partie. Bon, il est intelligent, parce que en fait, c'est une famille très riche, surtout, mais bon. Et donc, 230 milliards, on pourrait le redistribuer à ses salariés, vous êtes d'accord? Parce que c'est quand même eux qui ont produit la richesse de LVMH. Et bien, si vous redistribuez les 230 milliards à tous les salariés de LVMH, ils sont tous millionnaires. Voilà. Donc, comme quoi, quand même, alors je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire pour LVMH, mais ça vous donne l'idée quand même que quand on veut augmenter les salaires, on peut. Voilà, dans certains secteurs, c'est parfaitement possible. Et je vous demande à tout le monde, s'il vous plaît. Merci. Je l'ai pas dit. Bon, c'est moi qui vais faire le tour. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à poser à Hendrik David? Allez, le premier, Maître Aurélien Olivier. Merci, merci monsieur le député pour vos observations. Je vous rejoins totalement sur l'utilité des normes. Et moi, ma question, c'est pour sortir de l'ubérisation, c'est certain qu'il faut passer par une prise de conscience, c'est tout à fait logique, mais à mon sens également, c'est passer par des normes. Et j'entends par là légiférer sur le statut du sous-traitant et un statut plus protecteur du sous-traitant. Concrètement, sur plein de choses, on pourrait y revenir, mais sur et remettre le sous-traitant à sa place, qu'il puisse lui-même avoir la liberté de fixer ses coûts, etc. Donc pour moi, il faut légiférer là-dessus. Ma question, c'est quel est votre sentiment en pratique, en tant que député, sur la possibilité qu'une telle loi, conférant un statut protecteur pour les sous-traitants, puisse intervenir avec les lobbies, avec le gouvernement, avec tout ce qui se passe autour. S'il y a une prise de conscience, est-ce que c'est possible véritablement? Est-ce qu'on peut être optimiste? Alors, d'abord sur les normes, je voudrais quand même faire une remarque. Nos pays meurent effectivement de bureaucratie.
Donc il faut faire attention avec cette affaire de normes. C'est-à-dire que moi je pense qu'il faut des normes, mais en même temps on peut faire des normes tout en débureaucratisant ou en simplifiant un certain nombre de choses. Et la bureaucratie, elle vient d'où? Moi j'ai vécu en tant que chercheur. La bureaucratie, elle vient du manque de confiance de la plupart. C'est pour ça que du manque de confiance en gros d'une partie de ceux qui nous dirigent dans ceux qui travaillent. Et donc une obsession du contrôle en permanence. Ceux qui font des fiches savent de quoi je parle. Voilà, on ne fait pas confiance dans les acteurs. Bon. Et donc on peut parfaitement édicter des normes, voir exactement là où il faut faire des contrôles, et par contre faire confiance dans les acteurs. Voilà. Ça, je voulais juste dire ça, parce que sinon on a un peu l'impression qu'on est dans une inflation effectivement de contrôle tatillon, etc. Je ne crois pas que c'est vers ça qu'il faut aller. Ensuite, sur la possibilité, alors là c'est le syndicaliste qui va vous répondre, très sincèrement ça dépend des rapports de force politiques et sociaux. Dans ce pays, au sortir de la guerre, certes, on leur a fait faire un truc, c'est la sécurité sociale. Ils ont accepté ça. Puis avant 106, je vous rappelle un truc, quand vous demandiez à quelqu'un si on pouvait aller en vacances sans travailler, avoir les congés payés, il vous disait que c'était de la folie. Enfin, pour certains, c'était retrouver les brochures de presse à l'époque, c'était de la folie les congés payés. Bon, maintenant, on a 5 semaines de congés payés, donc c'est le rapport de force, c'est le rapport de force que vous êtes capable de construire, tous les acteurs. Et voilà, et rapport de force vis-à-vis de l'État, mais vis-à-vis aussi des donneurs d'ordre et des grandes multinationales. Et là, par rapport à FedEx, vous avez un bel exemple quand même. Comme quoi, quand on se bouge, ça bouge. Donc il faut se battre, je retiens ça. Merci. Il n'y a pas de solution miracle, j'ai pas d'autre. Une autre question? Bonjour monsieur le député. Moi je voulais avoir votre ressenti et savoir aussi concernant le problème qu'on évoque depuis tout à l'heure. Hervé il a évoqué un chiffre, il a dit qu'il y avait 6 milliards de pertes par an pour l'État. Est-ce que au niveau de l'hémicycle, vos collègues ont conscience de ce qui se passe? Parce qu'on vous voit on a vu une de vos collègues la dernière fois, la France Insoumise aussi, mais j'ai pas l'impression en fait que l'État a conscience qu'il y a un braquage organisé depuis longtemps, qui dans ce braquage organisé, il y a des victimes, en l'occurrence nous, les entrepreneurs. Par effet ricochet, il y a des salariés qui sont victimes, mais notamment en termes d'argent, il y a vraiment un vol organisé, parce que la plupart des sociétés qui font faillite, ce qui passe à la trappe, c'est la TVA, ou c'est l'URSSAF, ou c'est jamais... Tout cet argent ne part pas dans la poche des entrepreneurs, généralement repart dans la poche du donneur d'ordre, et qui fait des profits, ils font tous d'énormes profits, et bien souvent c'est des sociétés étrangères, elles ne sont même pas françaises bien souvent. Moi je voudrais bien que ce soit de la naïveté, mais je crois pas en fait. Enfin, je crois pas que ce soit un manque d'information, on connaît tous les chiffres sur l'exit fiscal. C'est plutôt une vision... C'est plutôt une vision habituelle, c'est-à-dire que vous soyez pauvre ou puissant, en fait, la justice sera pas la même. Enfin, si toi tu t'en sors pas et que tu voles un truc dans le Carrefour City, on va te poursuivre, mais celui qui fait de l'optimisation fiscale, ou bon, c'est permis l'optimisation fiscale, tu vas me dire, mais lui on ne poursuit pas, parce que c'est impuissant, c'est un ami des puissants. Enfin, je suis désolé, mais il ne faut pas être naïf là-dessus. C'est-à-dire que c'est à vous aussi de choisir des représentants qui sont plus proches de vous et qui sont moins à l'écoute quand même de ces multinationales qui ont des puissants réseaux en fait de lobbying, etc. Enfin, donc je pense que c'est essentiellement ça, quoi. Après, dans le cas là, je crois qu'on a intérêt quand même à le dire et le redire. Autant sur tout ce qui est l'exit fiscal, je crois que plus personne ne peut être naïf. Autant sur le transport et le manque à gagner pour l'État, je pense qu'on peut encore... je pense que c'est pas tout à fait... Voilà, donc continuer à faire... Oui, excusez-moi, bonjour monsieur le député, j'avais une question pour vous, pratico-technique sur l'ubérisation. Comme vous le savez, ce sont des plateformes d'intermédiation. Je rappelle la décision de justice de la Cour européenne, donc de justice plutôt, donc sur l'arrêt Taxedit 2017, qui dit que ce sont des opérateurs de transport qui peuvent le requalifier comme tel, mais que c'est aux États membres de décider de le requalifier. Ensuite, je reprends la décision de la Cour d'appel de Paris récemment sur la société Freenow, qui est une plateforme aussi
similaire à Uber, qui est comme Uber, où en fait la décision est quand même incroyable, c'est que non seulement elle condamne donc le modèle de cette plateforme en disant que c'est un opérateur de transport et qu'elle doit respecter donc les règles liées donc à l'argumentation chez nous VTC, non seulement aussi à ça, mais il y a encore un autre truc qui est vraiment incroyable, c'est qu'elle dit qu'elle met en concurrence déloyale des sociétés de VTC. Donc la question est de savoir pourquoi on ne pourrait pas imposer tout simplement la continuité de cette justice, avoir ce débat à l'Assemblée nationale et dire qu'il faut arrêter de dire que ce sont des plateformes d'intermédiation, mais bien des sociétés de transport de par des décisions de justice. Voilà. Non, mais il faut porter le débat. Je pense que ma collègue Danielle Simonet l'avait aussi porté. Je suis complètement convaincu de ça. C'est-à-dire qu'il faut... Un des problèmes là qu'on a vraiment spécifique en France, c'est que le président Emmanuel Macron, en tout cas, et ça a été les Macron, je ne sais plus comment ça s'appelait là, les Uberfile, vous voyez bien que, globalement, c'était ses potes, tu vois, et du coup, il s'est engagé, y compris, ils ont fait sa campagne. Donc là, on a un verrou politique. Mais sinon, je pense qu'il faut qu'on travaille parce que sur le fond de comment on légifère sur ces questions-là. Et là, je vous invite vraiment à travailler avec vos députés, sénateurs. N'hésitez pas à les interpeller, déjà ceux qui ont travaillé sur la question, pour qu'on travaille dans le détail. Parce que le jour où politiquement on sera capable de le faire, il faut qu'on ait tous les éléments pour aller le faire. Petite observation, question sur les vertus, mais aussi les limites des normes. Parce que c'est vrai que si on voit que quand tout le monde s'aligne sur la norme et des possibilités de changement, ça veut dire que les problèmes de pollution sont réduits, c'est que le problème identifié de pollution est réduit, et l'enjeu du contrôle, c'est pour faire le lien un petit peu avec la présentation qu'on a eue sur Mobilic. Plusieurs personnes dans la salle disaient, voilà, ça reprend un petit peu l'ancien menteur. Oui, c'est vrai, parce qu'il faut aussi des moyens de contrôler ces normes. Juste avoir un indicateur, ça va un petit peu cacher la montagne, c'est ce qu'on voyait un petit peu avant comment est-ce qu'on calcule quelle est la part de sous-traitance. Est-ce qu'on calcule par rapport au chiffre d'affaires? Est-ce qu'on le calcule par rapport au nombre de salariés? Et de la manière, comment est-ce qu'on donne les moyens de contrôler? Aujourd'hui, si les organismes indépendants, ils sont en concurrence, ils sont privatisés, qu'il n'y a pas, on va dire, un petit peu de prise de position de l'État, je veux bien qu'on se fasse tous confiance. Mais bon, est-ce que dans la salle, c'est actuellement là, le sentiment qu'il y a par rapport aux donneurs d'ordre? Qu'on est dans une relation de confiance. Et c'est là où peut-être donner un petit peu plus de pouvoir aux organismes de contrôle, ce serait pas... Excusez-moi. Non, mais complètement d'accord. Je pense qu'on a besoin de contrôle, mais note bien quand même qu'il y a des trucs, à force de ne pas vouloir de normes, on fait par exemple porter la responsabilité sur le salarié ou sur le consommateur, alors que typiquement sur les plastiques ou sur les emballages multiples, on peut interdire. Enfin, c'est possible. Tu vois? Donc, il y a des choses qu'on peut être plus coercitif. Et c'est plus facile, parce qu'après, c'est interdit. Et tout le monde s'y met. Et on l'a fait pour plein de choses. Tu vois? Donc moi, c'était juste par rapport à ça, on est dans un truc où il ne faudrait jamais mettre de normes, puisque maintenant, tu vois, c'est un peu le discours qu'on a, depuis quelques semaines à cause des glyphosates. Mais bien sûr qu'il faut accompagner les gens quand on fait des normes, mais je voulais quand même rappeler que des fois, on peut faire des normes qui sont, par exemple, si tu veux passer l'ensemble des véhicules légers de la Poste en électrique, tu fais une règle et tu dis que l'ensemble des véhicules se passe en électrique. Voilà. Bon, ils le font à Marseille, là, pareil, c'est faisable. Et tu dis que tout camion qui doit arriver est en véhicule électrique, et tu aides toutes les entreprises, je suis sûr que tous ceux qui sont là, si on les aide et qu'il y a une aide massive pour qu'ils passent en électrique, ils passeront en électrique. Tu vois? Mais si tu leur mets une pastille en leur disant il faut que tu sois en électrique, mais on ne te donne pas les moyens d'être en électrique, et que tu ne peux plus rentrer parce que tu n'es pas en électrique, et bien là, tu as tout le monde qui est contre toi. Tu vois? Mais oui, il faut sinon après sur les donneurs d'ordre, il faut du contrôle, je suis d'accord, oui bien sûr. Les inspecteurs du travail, voilà, ça. Une question, une dernière question. Oui, alors une question, peut-être plus une intervention en tant que gilet jaune. C'est qu'on entend beaucoup parler depuis tout à l'heure de beaucoup de symptômes qui sont issus d'une crise systémique, multifactorielle. On retrouve de l'écologie, du social, de l'économique, de la précarité, on parle d'ubérisation de la société, on voit bien la situation se dégrader d'un point de vue général, d'année en année, et il y a un dénominateur commun à tous ces symptômes, systématiquement, c'est les représentants.
qu'ils soient syndicaux, qu'ils soient politiques, on nous demande de choisir systématiquement des meilleurs représentants. Ben moi je pose une réflexion ici. Est-ce que, puisque les représentants sont soit corrompus, soit incompétents, ou soit de bonne foi, mais pieds et poings liés par un système oligarchique financier qui dispose de monopoles de plus en plus conséquents, est-ce qu'il ne serait pas de bon sens pour le bas peuple, avant d'être totalement liquidé par ce système cannibale et mortifère, de revenir à un paradigme d'être humain où nous exercerions notre propre représentativité sans partage, en bonne intelligence, sous forme d'éducation populaire, d'économie sociale et solidaire, et comme le disait Brahim tout à l'heure, sous forme de coopérative. Puisque à chaque fois on nous demande de mandater des super-héros, des sauveurs ou des hommes de paille de je ne sais où pour nous sortir de nos misères, on se rend compte que ça ne fonctionne pas, et nous on le voit de manière très opérative, que c'est lorsque des êtres humains en bonne intelligence, en fonction de leur savoir, de leur vécu, de leurs expériences, œuvre à travers de l'intelligence collective, arrive à dénouer petit à petit les problèmes et à proposer des solutions d'innovation sociale majeures. Donc pour moi, la crise centrale, le symptôme central de tout ce qu'on évoque dans ce congrès et dans toutes les AG auxquelles je participe au quotidien avec mes camarades 24 heures sur 24, c'est bien cette crise de la représentativité qu'on doit récupérer coûte que coûte. Et en 2024, grâce à la technologie justement, le numérique et tous les outils et savoir-faire cumulés et à l'information disponible en abondance sur Internet, on a tout à fait la capacité de le faire. Donc moi ce que je propose, c'est que au lieu d'engager des rapports de force et de mandater des gens qui de toute façon n'auront aucune efficacité sur les symptômes qu'on peut traiter, moi je propose quand même de faire du traitement de symptômes, on renonce à la racine cachée de tout ça, c'est-à-dire un système de hiérarchisation pyramidale qui mécaniquement spolie et privatise toutes les ressources et tous les moyens de mutualisation du peuple, et que donc on fasse bien redescendre tout ça une bonne fois pour toutes. Pourquoi je le dis d'une manière assez avec beaucoup de verve, c'est que nous, on travaille auprès des invisibles, auprès de ceux qui crèvent, c'est-à-dire les 12 millions de pauvres, le demi-million d'SDF, les commerçants qui se suicident, les paysans qui se suicident. Alors moi, en tant que gilet jaune réfléchissant et pas témoigneur, révolutionnaire, je le dis, si on ne récupère pas la représentativité, qu'on ne s'organise pas entre nous dans des localités, comme vous l'avez très bien présenté d'ailleurs tout à l'heure, le seul bémol, c'est sur le fait de se désigner de mauvais représentants. On sait que ça ne fonctionne pas, ça fait des siècles que ça ne fonctionne pas, ça crée des guerres, ça crée des inégalités insoutenables. Aujourd'hui, on arrive au paroxysme de l'insoutenabilité de manière transdisciplinaire dans tous les secteurs. Donc maintenant, c'est soit le peuple, par le peuple, pour le peuple, pacifiquement, mais déterminé et en toute intelligence, ou sinon les 1%, voire les 0,1% les plus belliqueux de cette planète vont tous polluer dans les années qui arrivent, et il ne restera que nos yeux pour pleurer. Je vais juste poser ceci comme réflexion et je vous remercie. Merci André, merci à tous.